à l'époque, je me trouvais sans papier, sans aucun droit. J'ai dû travailler, bosser dur, alors que j'avais dans les 15 ans, 16 ans. J'ai fait multiples boulots, nettoyage, j'ai fait bâtiment, j'ai fait soudure, j'ai fait même dans la charcuterie, des ossages des os donc de la viande dans une charcuterie. J'ai fait aussi les marchands ambulants. J'ai fait des marchés, et tout cela, donc je l'ai fait en long terme. J'ai bossé, j'ai tout le temps bossé pour m'en sortir. Et pour finir, j'ai pu ouvrir avec un petit capital que j'avais, ouvrir une papeterie, maroquinerie. Bien sûr, il y avait des livres aussi. Et à base de ça, j'ai commencé à démarrer petit à petit. Donc, je faisais le saisonnière, des articles saisonnières, et ça a marché un petit peu. Donc là, j'ai commencé aussi, bien sûr, à grandir un peu mon commerce, mais tout en limitant les articles parce que je me sentais quand même seul dans mon commerce et je ne pouvais pas tout faire parce que je faisais aussi les marchés en parallèle. Donc il fallait aller tout doucement. Ça a marché. Mais par contre, j'ai dû, quand j'ai reçu en 89, j'ai reçu donc ma nationalité belge. Mais donc l'armée a exigé, donc c'était obligatoire d'y aller. Et il fallait que je me présente sur les armes, bien sûr, pour mon service militaire. Ça, c'était en 93-94. فكان هو المسؤول اللوجستيكي أو المادي على الحركة، لأن كما ذكرت أو سأذكر إن شاء الله أن عبد العزيز النعماني لما كلفه وأعطاه الفلوس بتأسيس أو فتح مكتبة إسلامية ببلجيكا، فكانت هذه كمشروع لتمويل الحركة وإعداد كما يقولون سوتيان لوجيستيك et matériel pour le mouvement. يعني هذا مستقبلا هو اللي غيكون يجي منه كل شيء، يعني العتاد، الأسلحة، إلا كاين شي متفجرات. Alors, pour préciser l'histoire de ce monsieur qui donne votre nom en prétendant que vous faites partie d'un groupe, parce que c'est quand même un des arguments, c'est vrai, qui est systématiquement mis en avant par les autorités marocaines. Là, c'est quoi l'histoire? Ça arrive quand, cette accusation, et qu'est-ce que vous suspectez qu'il y a derrière cette dénonciation? Non, je ne suspecte rien du tout. Je me dis seulement, sincèrement, cette personne-là, il a été condamné à une peine très très dure, très dure. Je me dis, s'il a demandé d'être gracié, c'est parce qu'il savait que il n'y tiendrait pas le coup. Je comprends, comme d'autres prisonniers, je comprends. Et donc, à ce moment-là, vous êtes déjà détenu, c'est ça? Oui. C'était bien situé chronologiquement, pardon. Oui, donc j'étais arrêté donc, en 2008, extradé en 2010. J'étais condamné en 2012 et en 2011, je pense, oui, en 2012. Et il y a eu l'appel, ça restait à 12 années d'emprisonnement ferme. J'ai encaissé cela. Et cette personne-ci, c'est vrai, il était dans la même prison de Salé 2, il me connaissait depuis 81. انتمى علي عراس إلى حركة المجاهدين في 1981 والتقيت به مرات عديدة، يعني في فرنسا، في بلجيكا، في المغرب. التقيت به في المغرب مرات وهو يتفاهم معنا باللغة العربية. أنا لست ريفي، هو يتكلم بالريفية والفرنساوية والعربية، يعني فكيتكلم باللغة العربية بطلاقة يفهمها جيدا، وكنا نتعامل بالعربية، ما كناش نتكلموا بالفرنساوية يعني في مقابلاتنا وفهذا، يعني فكنا كنتكلموا بالعربية طول الوقت، ما كنتكلموا شيء بالريفية. ملي كيتلاقى مع النقاويل كيتكلموا، حيت هما ريافة كيتكلموا بالريفية يعني. فكان هو المسؤول اللوجستيكي أو المادي
على الحركة، لأن كما ذكرت j'étais dans le centre de Tamara tout le temps avec mes yeux bandés. Donc ce n'est que le jour où j'ai décidé, 4 jours après, sous la torture, j'ai décidé et j'ai été forcé d'inventer un scénario, une histoire, pour leur dire voilà où est-ce que se trouve cette cache d'armes qui n'ont jamais existé, afin que cela cesse, cette torture qui m'était en fait faite jour et nuit. Alors, au 4e jour, je leur ai dit que cela se trouvait chez ma tante, qui se trouvait à la limite, à la frontière de Melilla, là où je suis né, donc, mais du côté territoire marocain. Et ils ont cru cette version parce qu'ils étaient vraiment enragés. Ils voulaient absolument trouver ces armes coûte que coûte. Et voilà, donc le 4e jour, parce que je ne tenais plus, je leur ai dit, bon, ça va, arrêtez de me torturer, je vais vous dire la vérité. Voilà, elle se trouve dans tel endroit. À partir de là, après qu'ils se sont, et donc après leur renseignement en coopération avec des autres services secrets qui se trouvaient en Nador, ils ont vu que la version que je leur racontais existe, elle y est. Donc la maison de ma tante, elle y est, dans tel endroit, etc. Ils ont dit, bon, on va l'embarquer, on va l'emmener là-bas. Donc, mon intention, c'était quoi? C'est qu'il cesse cette torture durant ces heures-là. Ça peut être 8-7 heures de trajet. Et en effet, je me suis vraiment... j'ai pris un souffle, je me suis reposé, tout en sachant que ça devrait recommencer, parce que une fois qu'ils vont découvrir ce que là, l'endroit où je leur ai désigné que ces armes-là qui n'ont jamais existé, et ils vont recommencer, parce qu'ils n'ont rien trouvé en effet. Donc là, quoi, ils cherchent, ils fouillent, ils creusent. Ils avaient même un marteau-piqueur, et des pelles et des pioches. Ils ont creusé, et le trou, ça leur est arrivé jusqu'à la poitrine. Et ils montent, donc moi j'étais en attente dans la voiture avec d'autres, et ils m'ont ramené chez eux, à la maison de ma tante, bien sûr, cagoulé comme ça. Ils m'ont dit, regarde, on n'a rien trouvé dans cette cache que tu nous as dit, et ce trou-là n'a jamais été creusé. Enfin, cette terre n'a jamais été creusée. Je leur ai dit, peut-être que je me suis trompé. C'est peut-être l'autre arbre d'olivier qui était juste à côté. C'était la nuit, je ne me rappelle pas. Donc, ils ont cru quand même encore à cette version-là. Ils ont creusé dans ce trou. Ils ont quand même creusé dans ce trou-là pour trouver ces armes qui n'ont jamais existé. Et ils ont creusé, ils n'ont rien trouvé. Donc ce jour-là, ils m'ont emmené cette nuit-là, parce que la nuit est tombée. Et quoi, là, à ce moment-là, eux, ils se disent, en fait, peut-être qu'il est innocent, ou bien ils se disent, il nous balade, et ça aggrave votre cas. Oui, je raconte la suite, parce que le plus important, c'est cela. Parce que quand ils ont découvert que je leur ai menti, ils m'ont emmené au commissariat qui se trouvait à Nador. Ils m'ont fait monter à l'étage. Et cette nuit-là, j'ai demandé à voir leur chef, qui s'appelait le commandant, eux, ils appelaient mon commandant. Il s'est approché et il m'a dit, que vas-tu nous dire encore comme mensonge? Je leur ai dit, non, je vais vous dire cette fois la vérité, ce que vous cherchez, ça n'a jamais existé. Et si vous continuez encore à me torturer, je vais encore mentir et inventer autre chose. فعلي أهراس هو اللي أولا دخل السلاح الأول اللي توجد في بركان في 2003، هو اللي دخلوا ليا وكان فيه كلاشين وجوج مسدسات بالذخيرة ديالهم. ثانيا السلاح اللي توجد عند في طنجة، مسدسين صغار، وكذلك السلاح اللي توجد لما ألقي القبض علينا في جهة تيفلت. علي أهراس هو اللي كان مسؤول عليهم، يعني هو اللي دخلهم، فهو اللي كان مسؤول في الجماعة على القضية ديال السلاح وتدخيل السلاح.
كما أن السلاح اللي كان في 2005 هو كذا المسؤول عليه، يعني اللي كان دخله من الخارج، يعني فهذه كانت مسؤوليته هو، يعني هو اللي كان هذا اللي قلت السوتيان لوجيستيك المادي والمعنوي هو اللي كان كيقوم به في الجماعة، وهذا دوره. ما كانتش واحد لأنه كانت له خبرة عسكرية وكان مدوز العسكر في بلجيكا، فكانت مسؤوليته معرفته جيدة بالسلاح. هذا هو يعني.